Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'informatique. Aujourd'hui, nous allons étudier en détail l'un des algorithmes les plus célèbres et les plus utiles de toute l'informatique, l'algorithme de Dijkstra qui calcule le plus court chemin dans un graphe. Chaque fois que votre GPS vous propose un itinéraire ou qu'un message traverse le réseau Internet, une idée née en 1959 est à l'œuvre. Au programme, le problème du plus court chemin, le vocabulaire des graphes, l'idée gloutonne de l'algorithme, sont déroulés pas à pas sur un exemple, la file de priorité, la complexité, la preuve de correction, ses limites et ses applications. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par un peu d'histoire. Eddie Dijkstra est un informaticien néerlandais né en 1930 à Rotterdam et mort en 2002. C'est l'une des figures fondatrices de l'informatique. En 1959, il publie un court article de 3 pages qui décrit l'algorithme qui porte aujourd'hui son nom. L'anecdote est célèbre, il a conçu cet algorithme en une vingtaine de minutes à la terrasse d'un café en réfléchissant au plus court trajet entre deux villes des Pays-Bas. On lui doit aussi de nombreuses idées majeures sur la programmation et la fameuse phrase «Tester un programme peut montrer la présence de bugs, jamais leur absence». Quel est le problème que l'on cherche à résoudre? Imaginez une carte routière. Des villes sont reliées par des routes et chaque route a une longueur ou une durée de trajet. La question est simple. Partant d'une ville de départ, quel est le chemin le plus court pour rejoindre toutes les autres villes? Attention, le plus court ne veut pas dire celui qui a le moins d'étapes. Un chemin avec plus d'étapes mais des routes plus rapides peut très bien être le meilleur. C'est exactement ce que fait un GPS, il ne minimise pas le nombre de villes traversées, mais le temps total du trajet. Dijkstra résout précisément ce problème. Pour parler de ce problème, il nous faut le vocabulaire des graphes. Un graphe est constitué de sommets représentés par des ronds, que l'on appelle aussi des nœuds. Ces sommets sont reliés par des arêtes, représentées par des traits. Lorsqu'on attribue à chaque arête un nombre appelé son poids, on parle de graphe pondéré. Ce poids représente une distance, un coût ou une durée. Un chemin est une suite d'arêtes qui mènent d'un sommet à un autre et la longueur d'un chemin est la somme des poids des arêtes empruntées. Le plus court chemin entre deux sommets est tout simplement celui dont la longueur totale est minimale. Point crucial pour Dijkstra. Tous les poids doivent être positifs ou nuls. Quelle est l'idée géniale de Dijkstra? C'est une stratégie dite gloutonne. À chaque sommet, on garde en mémoire la distance la plus courte connue jusqu'à présent depuis le départ. Au début, cette distance vaut 0 pour le sommet de départ et l'infini pour tous les autres car on ne sait pas encore comment les atteindre. L'algorithme range les sommets en deux catégories, ceux dont on connaît déjà la distance définitive et les autres. À chaque étape, on choisit parmi les sommets non encore traités celui dont la distance provisoire est la plus petite. On déclare cette distance définitive et on met à jour les distances de ses voisins. On répète jusqu'à avoir traité tous les sommets. Voici l'algorithme sous forme de pseudocode. Première étape, on initialise la distance du sommet de départ à 0 et toutes les autres à l'infini. On place tous les sommets dans une file d'attente. Ensuite, tant que la file n'est pas vide, on en extrait le sommet U dont la distance est la plus petite. Pour chacun de ses voisins V, on calcule une distance candidate, la distance de U plus le poids de l'arête entre U et V. Si cette distance candidate est plus petite que la distance actuelle de V, on la met à jour. Cette opération s'appelle la relaxation. Et c'est tout, la beauté de Dijkstra, c'est que chaque sommet n'est traité qu'une seule fois. Rien ne vaut un exemple concret. Voici un graphe à 5 sommets nommés A, B, C, D et E, reliés par des arêtes pondérées. Notre sommet de départ sera A. Initialisons les distances. A est à distance 0 de lui-même et tous les autres sommets sont à distance infinie pour l'instant. On traite donc A en premier puisque c'est le plus proche du départ. On regarde ses voisins, B accessible par une arête de poids 6 et D accessible par une arête de poids 1. On met à jour, la distance de B devient 6 et la distance de D devient 1. A est maintenant définitivement traité. Continuons. Parmi les sommets non traités, le plus proche est maintenant D à distance 1. On le sélectionne et on le déclare définitif. Examinons ses voisins. Vers B, la distance de D 1 plus le poids de l'arête DB 2 donne 3. Or B était à 6. 3 est plus petit que 6, donc on relâche, la distance de B passe de 6 à 3. C'est tout l'intérêt de l'algorithme, on vient de trouver un raccourci. Vers E, 1 plus 1 égale 2, donc E passe de l'infini à 2. D est traité. Le sommet non traité le plus proche est désormais E à distance 2. On traite E à distance 2. Son voisin C reçoit la distance 2 plus 5, c'est-à-dire 7. C passe donc à 7. Il reste B et C. Le plus proche est B à distance 3. On le traite, ses voisins sont déjà tous mieux desservis. Aucune mise à jour. Enfin, on traite C à distance 7.
L'algorithme est terminé, les distances finales depuis A sont 0 pour A, 3 pour B, 7 pour C, 1 pour D et 2 pour E. Et pour retrouver le chemin lui-même, il suffit de mémoriser pour chaque sommet son prédécesseur. Le plus court chemin de A vers C est ainsi ADEC pour une longueur totale de 7. Revenons sur l'opération clé de l'algorithme, la relaxation. Le mot vient de l'idée d'une contrainte que l'on relâche petit à petit. Pour une arête allant de U vers V, de poids W, la relaxation s'écrit ainsi. Si la distance de U plus W est strictement inférieure à la distance de V, alors on remplace la distance de V par cette nouvelle valeur et l'on note que V est désormais atteint en passant par U. Intuitivement, on demande à chaque arête: connais-tu un meilleur chemin vers V en passant par moi? Si oui, on l'adopte. L'algorithme de Dijkstra n'est au fond qu'une manière intelligente et ordonnée d'appliquer cette relaxation. Comment choisir efficacement, à chaque étape, le sommet le plus proche? Parcourir toute la liste à chaque fois serait coûteux. La bonne structure de données est la file de priorité, le plus souvent réalisée par un tas binaire ou tas min. Un tas est un arbre dans lequel chaque parent a toujours une valeur inférieure ou égale à celle de ses enfants. Conséquence, le minimum se trouve toujours à la racine et on peut l'extraire très rapidement. Les deux opérations essentielles, extraire le minimum et mettre à jour une priorité, se font en temps logarithmique. C'est précisément cette structure qui rend l'algorithme de Dijkstra réellement rapide en pratique. Parlons de complexité, c'est-à-dire du temps de calcul. Notons V le nombre de sommets et E le nombre d'arêtes. Avec une implémentation naïve où l'on cherche le minimum en parcourant un simple tableau, la complexité est de l'ordre de V au carré. C'est acceptable pour de petits graphes. Mais avec une file de priorité par tas binaire, chaque sommet est extrait une fois et chaque arête peut provoquer une mise à jour, toutes deux en temps logarithmique. La complexité totale devient alors de l'ordre de V plus E, le tout multiplié par le logarithme de V. Pour les grands graphes peu denses, comme les réseaux routiers, cette version est spectaculairement plus efficace. Pourquoi cet algorithme est-il correct? La clé est un invariant. Affirmation. Lorsqu'un sommet est extrait de la file, la distance qu'on lui a attribuée est bien sa distance définitive minimale. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'au moment où l'on extrait un sommet U, il existe en réalité un chemin plus court vers U. Ce chemin doit à un moment quitter la zone des sommets déjà traités, en passant par un premier sommet non traité, appelons-le Y. Mais comme tous les poids sont positifs ou nuls, la distance de y est inférieure ou égale à celle de u, l'algorithme aurait donc choisi y avant u. Contradiction. C'est exactement ici qu'intervient l'hypothèse cruciale des poids positifs. Et justement, que se passe-t-il si certains poids sont négatifs? L'algorithme de Dijkstra peut alors donner un résultat faux. Voyons pourquoi sur un petit exemple. Une fois qu'un sommet est déclaré définitif, on ne le revisite jamais. Mais une arête de poids négatif, découverte plus tard, pourrait offrir un chemin encore plus court vers ce sommet déjà figé. L'algorithme passerait à côté. La stratégie Glutton s'effondre car un détour apparemment plus long pourrait finalement, grâce à une arête négative, devenir le meilleur chemin. Pour ce cas, on utilise un autre algorithme, celui de Bellman-Ford, plus lent mais qui sait gérer les poids négatifs. Terminons par une amélioration célèbre, l'algorithme A étoile. Dijkstra explore dans toutes les directions, y compris à l'opposé de la destination. Si l'on connaît la position du but, c'est du gaspillage. L'idée de A étoile est d'ajouter une heuristique, une estimation de la distance restante jusqu'à l'arrivée, par exemple la distance à vol d'oiseau. L'algorithme privilégie alors les sommets qui semblent aller dans la bonne direction. Tant que cette estimation ne surévalue jamais la vraie distance, A étoile trouve, lui aussi, le plus court chemin, mais en explorant beaucoup moins de sommets. C'est la méthode employée dans la plupart des GPS et des jeux vidéo. Où retrouve-t-on Dijkstra dans la vraie vie? Partout. Dans votre GPS, bien sûr, pour calculer l'itinéraire le plus rapide. Dans les réseaux informatiques, le protocole de routage OSPF, qui dirige les paquets sur Internet, repose directement sur Dijkstra. Dans les jeux vidéo, pour déplacer les personnages intelligemment sur une carte. Dans les réseaux de transport, pour optimiser les correspondances. Mais aussi dans des domaines plus inattendus comme l'analyse de réseaux sociaux ou la robotique. Un algorithme inventé en 20 minutes à la terrasse d'un café fait aujourd'hui tourner une immense partie de notre monde numérique. C'est toute la beauté des idées simples et profondes. Récapitulons l'essentiel. L'algorithme de Dijkstra calcule le plus court chemin depuis un sommet de départ vers tous les autres, dans un graphe pondéré à poids positif. Son principe est glouton, à chaque étape, on fige la distance du sommet non traité le plus proche, puis on relâche ses voisins. La file de priorité par un tas binaire permet une complexité de l'ordre de V plus E multipliée par le logarithme de V. Sa correction repose sur un invariant, valide uniquement parce que les poids sont positifs. Avec des poids négatifs, on lui préfère Bellman-Ford. Et en ajoutant une heuristique, on obtient A étoile, sa version dirigée vers un but.
Voilà qui conclut cette vidéo sur l'algorithme de Dijkstra. J'espère que ce parcours du problème du plus court chemin jusqu'à la preuve de correction vous a permis de comprendre en profondeur ce magnifique algorithme. Pour bien l'assimiler, je vous conseille de le dérouler vous-même à la main sur un petit graphe de votre invention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres étudiants et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons l'algorithme de Bellman-Ford et la gestion des poids négatifs. À très bientôt et bon courage dans vos révisions.